Alors, pour replacer le cadre de la résidence, donc je suis venue l'année dernière 3 fois 2 semaines à Saint-Gervais, donc en hiver, au printemps et en début de l'été. Voilà, avec ma proposition, c'était de venir habiter ici et puis d'écrire un texte qui avait un format, qui était ce format-là, une sorte de grosse nouvelle, avec une thématique qui était l'idée du déplacement. Et je suis arrivée donc en hiver à Saint-Gervais pour la première fois, donc dans cette région que je ne connaissais pas, sans aucune idée de ce que j'allais bien pouvoir écrire. J'allais voir. Et j'y ai passé, donc je suis venue comme ça à 3 saisons. J'ai beaucoup arpenté la région, me suis baladée. Voilà, ça c'était. Et puis j'ai été logée donc à la maison forte de Haute-Tours, donc j'ai aussi eu accès aux archives qui sont pleines de choses très diverses. Et j'ai un peu commencé, comme ma chambre était juste à côté des archives, j'ai commencé avec l'autorisation d'Emma à fouiller un peu, aussi bien dans les livres qui sont des cartes que dans des albums photos, des vieux dépliants, des choses qui datent assez longtemps. Et c'est ça qui a donné la première scène du livre, en fait, ce déménagement où cette femme, elle fouille dans ses cartons. En fait, c'était un peu la transposition de moi fouillant dans les archives. C'est devenu autre chose. Voilà pour dire un peu le début de tout ça. Et dans ton texte de fiction, on sent beaucoup la présence du paysage, qui fait partie qui est presque un personnage dans ce texte. Et du coup, c'est au fil de tes venues, de ces rencontres que s'est construit ce paysage, cette histoire avec cette découverte au sanatorium, cette descente. Oui, alors avant de venir, j'avais l'idée de ce sanatorium. En plus, il y avait quelqu'un dans ma famille lointaine qui avait passé du temps après une grosse brûlure. Et j'étais un peu fascinée par l'idée de ce sanatorium, donc j'avais quand même dans l'idée qu'il s'y passe quelque chose. Mais finalement, ça n'a pas du tout été le centre de la fiction. Et c'est vrai que le paysage a été beaucoup plus d'impact sur moi que ce sanatorium qui en plus était en réflexion et dont le lieu ne m'a pas spécialement touchée ou inspirée, alors que effectivement ce décor, surtout en arrivant, je pense que ça n'aura peut-être pas été la même chose si ma première temps de résidence avait été au printemps, mais là je suis arrivée en plein hiver, l'année dernière il y avait beaucoup de neige, c'était oui, ça a eu un fort impact, et du coup je ne pouvais pas ne pas l'intégrer. C'était trop fort pour ne pas être dans le texte, et surtout que depuis là où le bureau où j'écrivais, j'avais vu sur les pistes, donc comme on l'entend dans le texte. Je n'imaginais pas écrire quelque chose qui ne soit pas complètement imprégné de ce décor. Après, dans le texte, Saint-Gervais n'est pas nommé de manière... c'est voulu, dans le sens où même si effectivement j'étais là et le village que je décris est inspiré de Saint-Gervais, j'avais aussi besoin de m'en affranchir et de ne pas coller à la réalité de la manière dont le village est constitué, de tel magasin à tel endroit, des pistes. D'ailleurs, le sanatorium pour moi, dans le texte, ensuite, il n'est pas placé comme ça en descendant, mais plutôt en montant. Enfin, j'ai besoin de me libérer du décor réel pour me l'approprier, et c'est aussi pour ça que le voyage de la narratrice, il se passe pas à notre temps, là, dans les années 2000, mais elle raconte un voyage qui s'est passé il y a 20-30 ans, et cette distance dans le temps me permettait une autre aussi de la liberté par rapport au décor. Je pouvais aussi m'imaginer que les choses avaient été un peu différentes à l'époque, les lieux, l'ambiance, parce que j'avais besoin... C'est trop... J'aime pas en fait de coller à la réalité. Mon écriture elle n'est pas documentaire. L'idée que ça soit ici vraiment, mais juste m'inspirer d'un lieu pour en créer un autre qui peut être plein de villages de montagne, et donc que le lecteur peut s'approprier et s'imaginer sans se référer au lieu réel de la résidence ou du lieu d'écriture.
Donc il y a un va-et-vient assez flagrant entre réalité et fiction, puisque comme tu disais, il y a des documents d'archives dont tu t'es servi pour l'écriture. Donc ce va-et-vient, c'est aussi des va-et-vient dans le temps, avec toutes ces temporalités qui s'entremêlent dans le récit. Qu'il a dans le découpage du texte, finalement, on est dans l'adresse au fils, mais on est surtout dans ce temps où elle fait ce voyage à la recherche de sa mère. Oui, il y a plusieurs temps dans le texte, donc là vous en entendez. Il y a le temps de l'écriture, donc cette femme qui est assise à sa table, qui est sur le point de déménager et qui s'adresse à son fils. Elle raconte un premier temps, le temps où à 20 ans elle a découvert la lettre de sa mère et ce voyage qu'elle a fait. Et puis il y a d'autres moments où elle raconte des souvenirs liés à son fils. Donc effectivement il y a de nombreux va-et-vient que j'espère qui sont j'espère suffisamment clairs. Mais je pense que ça c'est aussi dans mes autres textes il y a aussi ça, souvent des va-et-vient dans plusieurs temporalités. Et je pense que ça, c'est une manière qui m'est propre, en tout cas personnelle, d'écrire ou de penser avec cette chose qui fait qu'on est dans le temps présent, mais que qu'en nous, il y a toujours toutes ces strates de passé et aussi de projection. On est à la fois dans le présent, mais aussi avec tout ce qu'on a déjà vécu qui fait ce qu'on est aujourd'hui. Et je ne peux pas penser une présence, un personnage, sans penser à tout ce qui le constitue, qui est antérieur au moment présent. Donc ça apparaît toujours, ça surgit toujours. Ouais. J'aurais d'autres questions, mais peut-être qu'il y a des questions dans la salle. Oui, sur votre écriture, comment ça se passait? Parce que vous dites qu'au début, vous n'aviez aucune idée de ce que vous alliez écrire. Bien sûr, le paysage a eu cette influence du fait que vous étiez à la maison d'autour, les archives, etc. Mais le fait que vous ayez eu plusieurs séquences, en fait, ici, est-ce que vous écriviez entre les deux? Est-ce que vous avez seulement écrit pendant les jours où vous étiez ici? Parce que c'est très court. Enfin, écrire seulement pendant ces jours, ça me paraît très très court. Voilà. Et à quel moment, et à quel moment votre texte, l'histoire, s'est un peu précisé progressivement, juste à la fin, enfin, voilà. Alors je m'étais mise comme contrainte, effectivement, de n'écrire que lorsque j'étais ici, dans un premier temps, aussi pour cadrer et pour pas que ce travail vienne prendre tout le reste de mes autres projets en cours, etc. Ça a été vrai jusqu'à la dernière. Donc j'ai écrit. Alors j'ai peu écrit la première séance. Je me suis beaucoup promenée et j'ai pris beaucoup de notes. C'est là où les choses ont un peu surgi. Et après, elles ont continué de mûrir avant que je revienne. Donc il y a eu. En fait, cette distance entre chaque temps de venue était assez bien en fait, parce que les choses, même si j'écrivais pas, cela continuait d'avancer en fait, de se préciser, parce qu'en fait l'écriture ce n'est pas seulement le moment où on est face à sa page, d'ailleurs j'ai écrit beaucoup en marchant, c'est-à-dire je marchais et l'histoire commençait à se former, et les mots et certaines phrases, et puis je revenais à la table et ça continuait. Donc c'est toujours difficile de définir combien de temps prend l'écriture d'un livre, parce que c'est pas vraiment les temps où on est assis au bureau. Donc je m'étais vraiment fixée comme contrainte d'être à la table et à la feuille vraiment quand j'étais à haute tour. Mais ensuite, il y a eu la dernière période où je suis venue, c'était début juillet. Et là, quand je suis rentrée, le texte avait déjà sa globalité, mais il y avait encore beaucoup de travail de réécriture. Et donc j'ai encore travaillé tout l'été et j'ai rendu le texte à la fin de l'été. Et là, il y a encore bien sûr l'étape des épreuves. Et puis, enfin, c'est sans fin jusqu'à ce que ça soit arrêté. Heureusement, à un moment donné, les contraintes de l'édition font que ça s'arrête, sinon on pourrait corriger jusqu'à la fin. Après, pour la deuxième partie de la question, sur le moment où l'histoire se précise, c'est vrai que c'est assez mystérieux et heureusement, enfin, il y a
qu'on prend des notes qui restent, parce que en les regardant, soudain je me rappelle, ah oui, effectivement, comment les choses s'agglomèrent ou soudain se précisent, parce que sinon les choses se font, parfois c'est des détails, des choses, par exemple à un moment donné je prenais la voiture pour aller au Contamine, et il y avait à la radio l'intronisation de Simone Veil, et donc il y avait l'avortement, voilà, et c'est comme ça que l'avortement vient là. Au début, l'adresse c'était plutôt une lettre à la fille, et puis j'ai eu une rencontre avec des élèves du lycée du Mont Blanc, avec qui on a fait un travail d'atelier d'écriture, et il se trouvait que c'était des élèves, une classe de garçons en décolletage, qui étudiaient, voilà, qui travaillaient déjà, et le fait, on a beaucoup parlé d'écriture avec ces garçons, avec ces jeunes, et cette rencontre m'a touchée, voilà, et en fait, à ce moment-là, j'ai décidé qu'en fait, cette lettre, elle s'adresserait à un fils, parce qu'en plus, ils avaient l'âge de la fille. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont assez mystérieuses. Après, il y a la narratrice, quand bien même elle n'a pas mon âge, il y a plein de choses de mon expérience à Saint-Gervais qui sont transposées, par exemple le fait qu'elle soit ni locale, ni quelqu'un qui soit venu faire du ski. Elle est là au milieu, un peu comme un cheveu sur la soupe, au milieu de ces locaux, de ces vacanciers, et je me sentais un peu comme ça. J'avais pas vraiment de statut dans ce village où soit on habite ici, soit on vient passer des vacances, mais moi j'étais là pendant 2 semaines, seule, à errer, on me voyait beaucoup dans le village, j'imagine, à me promener, à regarder, et donc j'avais, voilà, son statut à elle aussi qui est peu défini et qui est un peu à l'écart, c'est un peu le mien lors de l'expérience. Donc voilà, il y a des choses qui opèrent comme ça, des déplacements, comme la scène de la fouille dans les archives qui devient la scène du déménagement. Et puis tout ce texte est aussi une métaphore de l'écriture, en fait, où alors là, on n'a que le début, mais le sentier, comme ça, dans les montagnes, où ils avancent sans trop savoir où, il n'y a pas de piste, l'écriture, l'adresse qu'elle fait à son fils de cette lettre, où au départ, elle sait qu'elle veut lui écrire, mais elle ne sait pas très bien ce qu'elle va lui écrire. C'est un peu la position dans laquelle je suis quand je me mets à écrire un texte. Il y a un désir, il y a une idée, et puis les choses se précisent au fur et à mesure, avec les mots. Voilà, et puis l'écriture, c'est aussi pour moi une adresse, dire l'adresse qu'on fait à quelqu'un, qui n'est pas forcément définie, mais il y a quand même voilà, quelqu'un, ça peut être précis, mais ça peut être juste un lecteur. En tout cas, il y a un désir de partager quelque chose, et c'est en même temps une conversation avec moi-même, quelque chose que j'essaye d'éclaircir. Et pour la narratrice aussi, elle s'adresse à son fils, mais en même temps, il y a plein de moments où on perd de vue la lettre, et c'est comme si elle avait une conversation avec elle-même sur cette histoire, sur cette question sur la filiation, sur ce rapport à sa mère, sur le rapport à son fils. Voilà ce que je peux dire de l'écriture, qui est quand même, c'est assez mystérieux comment tout ça se fait. Bonsoir. Moi, c'est pas vraiment une question, c'est plus une observation. Je trouvais que dans le livre, il y a, elle a un problème de communication finalement avec sa mère. Elle-même a coupé la communication avec son fils. Le père de la narratrice, il me semble aussi absent. Et son mari est mort. En fait, je me demandais finalement les liens familiaux qu'il y a aussi dans cette famille. Enfin, la communication, comment se déroule la communication en fait entre vos personnages. Oui, bien en fait, effectivement, je pense que c'est une question qui est au cœur de ce texte, mais de peut-être beaucoup de mes textes, de la communication et de ce qu'on a du mal à se dire, ou en tout cas du rapport qu'on a avec, peut-être qui me semble assez paradoxal et complexe, du rapport à la famille, et comment les gens qui nous sont les plus intimes, certaines manières en tout cas les plus proches, avec qui on a partagé le plus
de vécu, enfin, jusqu'à un certain moment, peuvent nous être aussi les plus étrangers, ou les plus distants, les plus lointains, ou les plus inconnus, parce que, pour mille raisons, mais parfois parce que la communication est compliquée, parce qu'on prend peut-être pour acquis le fait de les avoir proches de soi et qu'on ne fait pas l'effort, on ne sait pas comment, on oublie que ce sont des autres et qu'on ne les connaît pas. Et je pense que c'est un sujet qui m'occupe pas mal. Et qu'effectivement, c'est aussi pour ça que dans le texte, quand on entend le rapport à l'écriture, donc tout passe par... Elle a reçu une lettre de sa mère, elle écrit à son fils, et que les cris pour la narratrice de ce qu'elle a reçu et puis de ce qu'elle essaye de transmettre, c'est une manière de réparer ou de conjurer cette difficulté à communiquer. Et quand elle dit, voilà, il y a des choses elle réalise qu'il y a des choses qu'on ne peut dire qu'à l'écrit, c'est aussi que la parole peut être compliquée parce qu'il y a de la pudeur, parce que les mots, on peut pas toujours... les mots, ça sort assez naturellement, on n'a pas forcément le temps de les choisir, il y a quelque chose de très immédiat, alors que dans l'écriture, on a le temps de laisser reposer, dire des mots qui nous seraient trop difficiles à dire, puisque trop chargés. Donc il y a une sorte d'issue, en fait, par l'écriture. Un moyen, qui est peut-être le mien aussi, de dire des choses qui sont... que je ne peux pas dire autrement, et que je cherche sur lequel je réfléchis. Moi, je me posais la question si du fait d'être en résidence, ça a changé votre façon d'écrire. Peut-être qu'il y a un temps donné, est-ce que par rapport à d'autres textes, vous avez pu élaborer, vous avez pris plus de temps, ou là, du coup, vous étiez plus resserré? Est-ce que ça a mis d'autres contraintes par rapport à votre façon habituelle d'écrire? Oui, complètement. Effectivement, alors d'une part le format, c'était la première fois que je pensais à un texte où je savais qu'il fallait, donc c'était 60 000 signes, donc penser à un récit qui tienne dans ce format, un peu comme c'est un peu comme un peintre choisit son format, une miniature ou un très grand format. Là, je savais, il était désigné d'avance, et du coup, forcément, ça conditionne le texte qu'on va écrire. Et puis, la temporalité, effectivement, ça change tout, dans le sens où quand je me mets à écrire, je ne me donne jamais de contraintes de temps. Je suis plutôt lente. Et là, il fallait... j'avais pas le choix, donc ça modifie beaucoup de choses, mais en tout cas, de manière positive pour moi. Ça bouscule, en fait, ses propres habitudes et ses propres manières de travailler, et je pense que c'est une bonne chose parce que ça oblige à d'autres à trouver des solutions, à aller un peu contre soi, contre ses penchants qu'on pense être peut-être nos modalités de travail, nos rituels, et en fait le fait de les bousculer montre qu'on est peut-être qu'en fait c'est pas figé, qu'une certaine rapidité a aussi des aspects positifs et nous force à découvrir des choses sur soi-même, sur son propre travail, qui sont, en tout cas moi, qui m'ont été bénéfiques. Oui, c'est sûr, ça a changé beaucoup de choses. Le texte est beau à écouter, et je trouve que ça met bien en valeur, et j'avais pas la même impression en le lisant, pas à haute voix. Est-ce que vous l'avez lu à haute voix avant de le valider? Est-ce que vous avez lu votre texte à haute voix? Est-ce que ça vous aide ou pas? Oui, ça m'aide. Oui, je lis effectivement régulièrement alors, je pense pas avoir fait... Je n'ai pas fait de lecture en totalité, mais les paragraphes, souvent, oui, plusieurs pages d'affilée, je les lis. Je m'enregistre même, lisant, et je réécoute quelques jours après. Et ça me permet d'ajuster des choses peut-être qui sont de l'ordre de la musicalité, du rythme, plus que du sens. Je me pose une question par rapport à la couverture, si c'est vous qui l'avez choisi ou pas.
Et quel est le rapport avec l'histoire parce que c'est une table qui a que 3 pieds apparents. Et pourquoi ne pas avoir fait apparaître le dernier pied? Si c'est par rapport au personnage ou à un événement dans l'histoire? Alors oui, c'est un dessin qui a été réalisé par une amie artiste à qui j'avais proposé de lire le manuscrit et de proposer un dessin. Et c'est ce qu'elle m'a proposé, sachant qu'on avait quand même, on s'était dit ensemble en parlant que j'avais pas envie que ce soit un paysage, ça aurait été très redondant avec le titre où il y a déjà la présence du paysage. Et elle m'a proposé cette table. Alors, tout le monde ne voit pas qu'il n'y a que 3 pieds. Il y a beaucoup de gens qui voient qui ne remarquent pas ce détail qui n'en est pas un. Et en fait, cette table, c'est à la fois la table de l'écriture où elle écrit cette lettre, c'est un peu la table du café, qui vient faire un peu un contrepoint au titre qui, lui, représente toute la partie voyage, décor du texte. Donc c'était pour rappeler les deux lieux du texte, le lieu de l'écriture et de la maison dont elle déménage. Et c'est aussi pour ça qu'une table qui a 3 pieds, c'est une table qu'elle va jeter ensuite. Mais c'est aussi qu'il y a un élément manquant, enfin ce pied absent c'est un élément manquant, et cet élément manquant il peut être plein de choses, ça peut être la mère, le fils, ça peut être les mots qui nous manquent, donc voilà, c'est plus symbolique. Moi je voulais revenir justement sur le titre et en fait la place du silence aussi dans le texte et qu'on entend assez bien dans la lecture qu'on a fait Nathalie. En tout cas, moi, ce que m'évoque aussi ce titre, c'est ce silence quand la neige tombe. Et dans tout le récit, dans l'écriture, on voit bien c'est blanc. Du coup, j'imagine que c'est important dans la construction du texte, parce qu'il n'y a pas vraiment de chapitre, en fait. C'est un texte qui se lit d'une traite. Et ma deuxième question, c'était le rapport à la musique qui a été intégré dans la mise en voix, du coup, faite par... Benjamin Ribollet. Voilà. C'est bien, je voulais le citer, j'allais oublier. Et du coup, cette introduction de la musique dans le texte, dans la mise en voix, pourquoi? Parce que ça aurait pu aussi se faire sans. Qu'est-ce que ça apportait de plus pour toi au texte? Alors le titre, le silence, oui, le silence a été constitutif de ces moments. Je pense que c'est propre au fait d'être en résidence seule ici, c'est que j'ai passé beaucoup de temps seule. Alors, dans l'écriture, dans tous les cas, on est seul, mais là, il y avait en plus le fait d'habiter seule, d'être dans un lieu où je connaissais personne. Donc, je pense que c'était aussi une expérience une certaine forme de solitude, même si j'étais quand même entourée, j'étais au musée. Et puis effectivement ce silence du paysage, en fait, le paysage pour moi c'est quelque chose qui est assez silencieux, même si on entend par moments les bruits, et c'est vrai que surtout je pense que c'est le fait d'arriver l'hiver, la neige a c'est un peu ça, c'est quelque chose qui absorbe, et puis quand on marche dans les montagnes, le seul bruit c'est soi-même, quoi, c'est les pas qu'on fait. Et puis, effectivement, l'écriture, c'est du silence. C'est à la fois du silence, celui des mots qui sont en soi et qu'on pose sur la page et qui ne font pas de bruit. Et en même temps, j'écris souvent en musique. Donc, c'est assez paradoxal. Et l'idée de la musique, en fait, c'était plus comme au moment de la lecture, l'idée d'avoir une lecture qui dure quand même une demi-heure. Et puis donc sans décor, sans aucun apport scénique, je me suis dit que ça habillerait un peu la lecture. Et puis c'était l'occasion pour moi de simplement faire l'expérience d'une collaboration avec Benjamin, qui était une connaissance, qui est compositeur de musique de film, que j'avais rencontré via des amis communs. Et j'aime bien l'idée de collaboration et de voir ce que les choses peuvent apporter. Et c'est lui vraiment qui a proposé, qui a lu le texte et qui a proposé ces sons, ces morceaux qu'il a complètement composés et qu'ensuite on a retravaillé ensemble. Donc c'était aussi
l'expérience de la lecture de Nathalie sur ça, c'était bien sûr le travail avec Nathalie, et puis l'opportunité pour moi d'expérimenter ça pour la première fois, la lecture d'un de mes textes par quelqu'un d'autre que moi, et puis d'avoir un regard extérieur d'un compositeur, de la musique, de voir ce que ça pouvait venir changer, et puis de me rendre compte aussi, donc j'avais aucune idée de quel genre de musique, de ce que ça pourrait créer, et puis il m'a proposé un certain nombre de morceaux, et en fait je me suis rendu compte que même si j'avais pas d'avis a priori, j'avais un avis ensuite quand même assez clair, et on a retravaillé ensemble les morceaux qui ont complètement changé, et donc c'était un travail intéressant de se rendre compte que en fait il y a quand même des ambiances et des choses précises qu'on associe à son propre travail. Donc voilà, c'était plus un désir d'expérience et de collaboration. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de silence. Bon, je l'ai déjà dit tout à l'heure, avec les personnages, mais c'est vrai que même quand elle est jeune, on sent qu'il y a quelque chose de tenu dans elle. C'est pas une grande communicante, en fait. Est-ce que ça vient du fait d'être en résidence, en fait, d'être en introspection, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ou est-ce que c'est propre à vous? Un peu des deux, je pense. C'est vrai qu'en fait, il y a beaucoup de choses dans le texte qui sont bien sûr conscientes, des intentions, et puis il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de l'inconscient aussi. Et souvent, quand on me pose des questions, ça me revient en miroir, enfin, ça crée de la réflexivité, et forcément on écrit avec, même si on écrit de la fiction, la pure fiction, on écrit forcément avec qui on est et ce qu'on a vécu, donc même si tout est transposé et déplacé, effectivement cette retenue ou cette pudeur plutôt, je pense qu'elle fait un peu moi à certains égards, et aussi ça fait partie de cette de ces conditions d'écriture qui sont on est dans une bulle, enfin, en tout cas moi quand j'écris c'est intériorisé, il y a quelque chose qui est de fait, on est dans une sorte de solitude, même si dans cette solitude on s'adresse et on est accompagné par des vies multiples, par ces personnages qui deviennent complètement réels. Enfin, les personnages, une fois qu'ils existent, enfin pour moi ils existent en fait, j'en parle pas comme des personnages mais comme ils existent, tout simplement. Ils sont pas seulement de papier, quoi. On les crée, donc on les voit comme des gens qui font partie de nos vies. Dans le livre d'Éric Pessan, lui, il a terminé son livre où il s'enfuit des montagnes. Est-ce que vous, ça vous donne l'envie de vous enfuir des montagnes ou de revenir? Alors moi, j'ai toujours aimé la montagne, mais plutôt la montagne en été. Et ça faisait, j'étais pas retournée à la montagne en hiver depuis peut-être 10-15 ans, et j'ai redécouvert la montagne l'hiver. Non, au contraire, la montagne bien sûr, et Saint-Gervais, enfin, j'ai vraiment développé une sorte de lien affectif avec cet endroit. Ça a été une expérience assez forte. De marcher de voir le paysage, 3 saisons différentes, de l'arpenter, de me familiariser, de l'apprivoiser simplement, puis de créer des repères, des habitudes, de rencontrer des gens, ça crée un lien en fait. Non, pas du tout de m'enfuir. D'ailleurs, je reviens, je ne crée que des occasions pour revenir depuis que je suis partie. Donc, non, pas du tout. C'est bon. J'ai vu que vous écriviez souvent avec d'autres personnes. Alors, comment ça se passe en fait quand vous êtes plusieurs à tenir une plume? Alors, c'est des collaborations, mais c'est pas d'autres écrivains, c'est plutôt des artistes. Les autres livres qui ont été publiés où il y a des collaborations, c'est chaque fois avec des artistes plutôt plasticiens, donc qui interviennent avec des images. Donc, il y a un livre qui est sorti précédemment qui s'appelle Le Gant, qui sont accompagnés d'encre, de lithographie qu'a fait un artiste qui s'appelle Patrick Devreux, qui était en fait un de mes professeurs quand j'étais aux Beaux-Arts. Et le livre qui sort là en ce moment a été fait avec l'artiste qui a fait le dessin de la couverture du livre. Et j'aime effectivement, donc,
Ayant étudié aux Beaux-Arts, j'ai quand même un rapport assez fort et privilégié à l'image. Moi, je fais aussi de la photographie et j'ai tout un tas d'amis proches qui sont des artistes, mais plutôt plasticiens. Et ce rapport entre l'écriture et l'image, entre le lisible et le visible, m'intéresse beaucoup. Et la collaboration, donc c'est à chaque fois des échanges qui se font différemment selon le projet. Mais c'est toujours des réflexions qui viennent enrichir ma propre pratique, voilà. Soit de l'image, soit de l'écriture, soit du rapport entre les deux, de leurs qualités respectives et de leurs caractéristiques respectives, qui m'aident à mieux comprendre ma propre pratique.